Il n'y a pas eu beaucoup de films à rattraper finalement en ce mois de novembre, mais c'est un peu parce que j'ai l'impression que beaucoup de gros films sont sortis et qu'ils ont éclipsé la sortie de beaucoup de petits films qui n'ont pas eu le parc de salles habituel et donc du coup ont complètement disparu au milieu de ces gros films. Donc on va essayer d'en rattraper quelques-uns au sein des sorties du mois de novembre. Bon, celui-là à la base il faisait pas partie des films que je devais rattraper en novembre, mais pour ma défense, je pensais vraiment qu'il sortira en salle. Baba Kanvari nous propose une plongée psychologique et névrotique au cœur de la vie d'un homme qui va basculer lorsqu'il va récupérer le téléphone d'une jeune femme dans le bar dont il s'occupe. Le film a énormément divisé, jusqu'à provoquer presque une vague de haine chez ceux qui l'avaient vu, comme si le long métrage incitait au rejet, et c'est un sentiment que l'on peut comprendre lorsque l'on termine le visionnage d'une œuvre extrêmement complexe, par moments largement facile à détester, mais également très intense en termes de construction et de développement, ce qui donne lieu à un moment de cinéma surprenant. Pas facile d'accès, par moments un peu trop psychanalytique, et avec un plan final que je n'ai toujours pas réussi à pleinement cerner, mais franchement pour le coup on ne peut pas reprocher au long métrage du cinéaste iranien de ne pas être original, car c'est clairement le cas. C'est une œuvre qui divise. Mais tant mieux pour elle, parce qu'au final, c'est ça qui la rend intéressante, parce qu'elle ne veut pas rentrer dans une petite case. Et qu'au fond, c'est ça qui fait son originalité, même si c'est difficile d'accès. La politique est un monde complexe, mais également un monde terriblement passionnant, si tant est qu'on a envie de ne serait-ce que plonger un tout petit peu le bout de son nez au sein de celle-ci. L'histoire de Yanis Varoufakis est connue de tous, suite aux événements entourant la Commission européenne et la crise bancaire en Grèce. Et Costa Gavras avait envie d'offrir à cet homme un carcan cinématographique à la hauteur de ce qui lui était arrivé. Et pour le coup, c'est clairement ce qu'il lui offre. Un carcan assez indigeste par moments, assez complexe et verbeux par d'autres, mais réellement crédible et surtout terriblement immersif en termes de pur cinéma, ce qui donne tout simplement lieu à un foisonnement de petites idées à gauche et à droite, pour donner lieu à un tout littéralement passionnant. Bon, derrière, il faut bien avouer que les performances d'un casting totalement et magnifiquement investi renforcent également une immersion un peu délaissée par une mise en scène par moments un peu trop lente et pas très dynamique. Mais franchement, dans le genre, Gavras a fait tellement pire qu'ici, on trouve presque cela brillant. Un film politique, verbeux, parfois intense, parfois complexe, mais surtout vraiment maîtrisé par un cinéaste que je pensais vraiment ne plus revoir à son top niveau. Parfois, des personnages suffisent à tenir un film, parce qu'ils ont un impact sur le spectateur, une force de propos ou une justesse qui permet au long métrage de se tenir rien que par le biais de leur regard. Mais alors là pour le coup, Johan Giluzwick nous offre un film vraiment pas très intéressant en termes de forme, en termes de fond et surtout en termes de personnages, pour donner lieu à un moment de cinéma qui manque de beaucoup de choses, mais avant tout de subtilité. Si le film se tient par le biais des interprétations de Tonkedek et du jeune Piti Pia, il est indéniable que derrière, d'un point de vue dramatique ou même narratif, le long métrage met énormément de temps à se poser, à construire son récit et à le mettre en forme par la suite, ce qui a tendance à fortement freiner le spectateur. On ressent une certaine tendresse pour le duo, on arrive à rentrer dans le récit, à se poser les bonnes questions autour des personnages, mais on reste tout de même assez perplexe quant à leur évolution au sein même du récit, ce qui a tendance à fortement freiner donc l'immersion du spectateur et à donner simplement lieu à une vague histoire prenante, mais frêle. Au bout du compte, ça se tient dans l'ensemble, mais ça sonne comme inutile, comme assez vain et comme pas très intéressant lorsqu'on arrive à la fin. Par le biais de la musique, on peut faire ressortir énormément de choses aux spectateurs grâce au cinéma, y compris l'une des choses les plus compliquées, le malaise. Ina Weiss a clairement souhaité mettre cela en relief au centre d'une œuvre pas toujours très juste et qui par moments se perd dans une certaine complaisance cinématographique pas vraiment prenante ou intéressante, mais qui se tient tout de même. Le lieu, les personnages, les liens qui les unissent ou les séparent, tout cela permet au film d'avoir un certain impact sur le spectateur, mais au-delà de cette surface, on sent que la cinéaste allemande ne sait pas comment faire grand-chose de plus. Comment faire tenir son histoire sur la longueur, comment faire en sorte que l'on rentre dans ce récit ou que l'on se passionne pour cette héroïne. Pour le coup, si la base du long métrage est intéressante, ce qui suit est rapidement assez classique, assez convenu, assez informe et difforme, et nous laisse un peu perplexe face à une dramaturgie fortement en dessous de ce que l'on aurait aimé voir sur un tel sujet.
Reste que Nina Hoss domine totalement le long métrage par le biais d'une prestation que je trouve vraiment rare parce qu'elle est à la fois touchante et en même temps extrêmement antipathique. Le journalisme, comme on l'a évoqué durant le mois précédent par le biais d'un petit film, est un monde qui passionne totalement les cinéastes et je crois encore plus les spectateurs. L'histoire folle et complètement insensée de Paul Marchand, grand journaliste mort sur le front à Sarajevo, est une de ces histoires qui a toujours passionné les lecteurs et les spectateurs, mais que l'on n'a jamais vu traiter ainsi sur une toile de cinéma. Guillaume de Fontenay porte ainsi à l'écran son parcours dans l'ex-Yougoslavie pour un moment de 7e art prenant, déroutant, passionnant, enivrant presque, mais qui résonne surtout comme un portrait extrêmement moderne d'un homme coincé dans un endroit qui l'obsède et auquel il ne peut littéralement échapper ou trouver un moyen de mieux vivre ou survivre. Au fond, De Fontenay raconte une histoire très universelle, très simple, très prenante finalement. Une histoire, tout ce qu'il y a de plus évocateur, avec le cadre le plus simple du monde, pour une œuvre sensationnelle et rare que le metteur en scène français maîtrise de bout en bout. Un long métrage que Neil Schneider parvient totalement à sublimer par le biais d'une prestation complètement folle, tellement on a la sensation qu'il est habité par Paul Marchand. Bon, ce fut un petit mois, mais au moins on a réussi à traverser les quelques sorties qu'on avait manquées. Et je pense pas honnêtement que le mois de décembre risque d'être très différent au vu des films qu'il y a, mais on pourrait être surpris, mais tant mieux j'ai envie de dire. Mais d'ici là, n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.